Ça y est. Donc, d'abord, je remercie votre prof d'histoire et votre directrice de nous avoir permis de faire cette intervention. En fait, nous sommes un petit groupe d'amis qui allons dans les écoles pour raconter l'histoire de nos parents pendant la guerre 40-45. Et en fait, nous avons en commun le fait d'être soit des enfants d'anciens déportés qui ont échappé à la déportation et à l'extermination, soit des enfants d'enfants cachés, donc des enfants dont les parents ont échappé à l'extermination parce qu'ils ont été cachés par des gens qui les ont défendus en risquant souvent leur vie pour cela. Alors moi, je m'appelle Serge Schreiber, je suis belge, je suis juif, je suis né en Belgique. Mes parents sont nés en Belgique également, tous les deux. Et ma maman donc s'appelle. Donc je suis marié avec Annette. Nous avons 2 enfants et nous avons 2 petits-enfants qui sont tout le monde est en Belgique, sauf notre fille qui habite à Londres. Alors ma maman s'appelait Hélène et elle est née en Belgique, mais ses parents à elle sont nés en Pologne et ils ont eu 2 fils, Clément et Henri, qui sont également nés en Pologne. Et la Pologne est un pays, si vous regardez les cartes d'Europe, qui est en Europe, dans la partie centrale de l'Europe, qui est un grand pays, à la fois en population et en surface. À la louche, ça représente à peu près 3 fois la surface et la population de la Belgique. Et la Pologne était un pays où il y avait de nombreux habitants qui n'aimaient pas les gens qui venaient de l'extérieur, entre guillemets, en particulier les Roms, les Tziganes, mais les Ukrainiens aussi, même s'ils habitaient en Pologne déjà depuis plusieurs générations, et en particulier les Juifs, ils n'étaient pas trop aimés par la population polonaise. Et ça se marquait par quoi? Ça se marquait par des petites choses, des grosses choses. Ça se marquait par le fait que les gens étaient insultés dans la rue, que les gens allaient boycotter les magasins tenus par des Juifs. Il y avait des discours dans la rue antisémites. Il y avait des articles dans les journaux. De temps en temps, il y avait des cailloux qui volaient dans les vitres des magasins. Et donc, tout ça créait une ambiance assez toxique pour les Juifs qui habitaient en Pologne, alors qu'il y en avait énormément. Je veux dire, ça représentait, je crois, 10% de la population à l'époque de la Pologne. Donc, dans cette ambiance, mes grands-parents se disent, mais notre sécurité n'est pas assurée ici, on va quitter la Pologne. Et en 1920, ils viennent s'installer en Belgique avec donc déjà mes 2 oncles euh, pour être plus en sécurité. En 1939, vous avez appris que la guerre est déclarée par les nazis allemands. Et les nazis allemands, c'est pire que ce qui se passait en Pologne, c'est-à-dire que la doctrine même du parti nazi, c'est qu'il existe une race aryenne, donc la race allemande de souche, avec certaines caractéristiques dont on sait qu'objectivement, ça ne représentait rien, mais il y a la race aryenne, et puis il y a toutes les autres races, et les autres races sont inférieures. Et parmi celles-là, il y a les juifs, et ceux-là, non seulement ils sont inférieurs, mais en plus ils sont néfastes, ils transmettent des maladies, ils sont roublards, ils ruinent la population, et ça va jusqu'à la demande de l'extermination de la population juive. Donc, les juifs doivent non seulement être le moins visible possible, mais en plus ils doivent disparaître, et c'est dans le programme du parti nazi. Alors les nazis envahissent d'abord la Pologne et ensuite
ils envahissent en 40 la Belgique et la moitié nord de la France. Et à ce moment-là, les Juifs qui habitent dans ces régions-là, qui sont donc dans les pays sous contrôle nazi, ils ne risquent plus des petites altercations mineures ou des choses comme ce que je vous ai décrit en Pologne, mais ils risquent réellement d'être envoyés vers les camps d'extermination, les camps de concentration et d'extermination qui se développent déjà en Allemagne et en Pologne. En 40, il y a encore quelques moyens de se déplacer, donc mes grands-parents pensent quitter la Belgique, pays occupé par les nazis, et où aller. Donc l'idéal, ce serait de partir vers les États-Unis, mais ce n'est pas toujours facile. Et donc, ils disent, bon, ben, on a déjà une famille, impossible d'aller aux États-Unis. On va donc prendre le train et aller le plus loin possible vers le sud. Et donc, ils prennent le train et ils vont jusque Montpellier, qui est vraiment au sud de la France, et puis ils vont remonter à Lyon, mais toujours dans la zone, entre guillemets, libre de la France. Donc la France était coupée en deux avec ce qu'on appelle la ligne de démarcation, c'est-à-dire que les nazis avaient avancé du nord vers le sud, et à un certain moment, il y a un gouvernement qui s'est créé avec à sa tête le général Pétain, qui est un héros de la Première Guerre mondiale, de la guerre 14-18, et le maréchal Pétain a négocié ce qu'on appelle un armistice, c'est-à-dire un arrêt des hostilités avec certaines conditions, et parmi ces conditions, il y avait l'application de certaines règles que les nazis voulaient appliquer partout, et qu'ils avaient déjà appliquées aussi dans la partie qu'ils occupaient. Et parmi ces mesures qui étaient imposées par l'Allemagne, mais qui étaient acceptées par les Français, il y avait ce qu'on appelle le travail obligatoire, le service de travail obligatoire. Comme il y avait beaucoup d'Allemands qui avaient été enrôlés dans l'armée, eh bien, il manquait des gens qui travaillent dans les usines, qui travaillent dans les chantiers, etc. Et donc, on enrôlait donc de façon obligatoire des gens qui se trouvaient donc en pays occupé ou même dans la France libre. On les enrôlait et on les envoyait en Allemagne pour travailler non seulement dans les usines, mais aussi pour faire des routes, casser des cailloux, etc. Et en fait, quand on regarde un peu les travaux qui étaient imposés à ces gens, c'était quasiment de l'esclavage. Il n'y avait pas, ils étaient mal nourris, ils travaillaient un nombre incroyable d'heures. Et s'il y en a un qui est tombé malade ou qui se blessait, ben c'est pas compliqué, on l'éliminait. Ça permettait de ne pas devoir le nourrir, de ne pas devoir le soigner. Et donc, il y avait ce service de travail obligatoire. Et un jour, le facteur signale à mon grand-père qu'une lettre l'attend à la poste. Bon, il n'y avait pas énormément de raisons de recevoir un courrier officiel à l'époque pour une personne comme mon grand-père. Donc il se dit, voilà, je suis convoqué au service de travail obligatoire. Comment s'échapper? On ne connaît pas bien les détails. Toujours est-il qu'il va vers la poste, il fait un malaise, il tombe, on l'amène à l'hôpital et il se fait passer pour fou, pour malade. Toujours est-il qu'il a la chance d'être hospitalisé. Et puis là, jusqu'à la fin de la guerre, il va passer d'hôpital en hôpital, et même dans un hôpital psychiatrique. Mais là, je n'ai pas les détails. Ça aussi, j'oublie de vous dire, c'est que ce que je vous raconte, ce sont des choses que j'ai apprises, moi, pas directement par mes parents, mais par une cousine qui, elle, a fait une enquête, parce que beaucoup de gens qui sont passés par tout cela sont restés muets sur leur passé, et ils se sont dit, bon, on va penser à l'avenir, et le passé, on n'en parle pas. Ce n'est pas le cas de tout le monde, mais c'était le cas de beaucoup d'entre eux. Voilà, donc mon grand-père
il est dans les hôpitaux. Ma maman, qui est née en 31, elle va à l'école et elle est une bonne élève et donc elle devient la chouchoute de la maîtresse. Et la directrice de son école à Lyon a un ami qui est lui aussi instituteur, mais dans une petite ville du sud de la France, à quelques kilomètres de la frontière suisse. Il s'appelle Georges Avelange et il est instituteur à Messery. Et donc, ma mère est envoyée à la fin de l'année scolaire 42 pour passer ses vacances chez M. Aveline. Donc, on n'est pas très loin de la Suisse. On peut imaginer qu'il va se passer quelque chose qui va permettre de les faire disparaître de la partie dangereuse de l'Europe. À ce moment-là, donc on est en 42, je ne sais pas si vous avez entendu parler de la rafle du Veldiv. C'est donc il y avait ce qu'on appelle des rafles, on prenait un quartier et dans ce quartier qu'on clôturait complètement, on allait chercher tous les juifs qui s'y trouvaient pour les déporter vers l'Allemagne, vers les camps de concentration et les camps d'extermination. Mais parfois c'était des petites rafles et là il y a eu à Paris une grande rafle qui concernait plusieurs milliers de personnes. Donc très tôt le matin, ceci est important, a été fait non pas par les soldats allemands donc, du parti nazi, mais a été fait par les policiers et les gendarmes français. Et on était donc à Paris. Donc c'était la zone occupée, mais c'était quand même les Français qui collaboraient avec les nazis. Donc ils ont raflé plusieurs milliers de personnes et ils les ont entassés dans le vélodrome d'hiver, donc ce fameux Veldiv, qui était une zone complètement fermée. Ils les ont laissés là pendant plusieurs jours, en plein été, donc il faisait 30 degrés, avec quasi pas de nourriture, quasi pas d'eau, pas de sanitaire. Il y en a plusieurs qui sont morts de soif, de faim, de chaleur, ou il y en a qui se sont suicidés parce qu'ils avaient compris ce qui allait leur arriver. Et de là, on les a emmenés vers Drancy et vers les camps de concentration en Allemagne et en Pologne. Donc, on entend évidemment parler de cela dans toute la France. Mes grands-parents entendent parler de ça aussi. Ils disent, ça y est, nous, on est à Lyon. Ils sont déjà passés de Pologne en Belgique, de Belgique à Lyon. Il faut aller ailleurs. Et l'idéal, à ce moment-là, c'est d'aller vers la Suisse. Et à ce moment-là, ils entendent qu'il y aura aussi des rafles à Lyon. Et donc, les hommes doivent être absents, en tout cas, parce qu'il semble que les femmes et les enfants, on leur fiche encore un peu la paix. On les prévient que le lendemain, il y aura une rafle. De nouveau, il y avait des gens qui avaient des informations utiles. Et donc, mes deux oncles quittent la maison pendant la nuit et ils vont se cacher. Et quand les gendarmes français viennent les arrêter, hein, les gendarmes disent, voilà, maintenant, vous prenez vos valises et vous venez avec nous. À ce moment-là, ma grand-mère, qui avait un accent polonais à couper au couteau, mais qui avait une certaine tchatch, dit aux gendarmes, il n'en est pas question. Il y a donc un de mes oncles qui était marié avait déjà une petite fille d'1 an. Il n'est pas question. Le règlement stipule que quand il y a des enfants de moins de 6 ans, on ne peut pas les emporter. Ok, disent les gendarmes, on va se renseigner, on revient demain. Bon. Entre-temps, donc, mon oncle Henri, avec sa femme Élie et le bébé, vont rejoindre ma mère à Messery. Et ma grand-mère, elle va rester à Lyon et elle va se cacher dans ce qu'on appelle les traboules. Donc à Lyon, c'était une ville qui était connue pour la couture
et il y avait un quartier assez particulier où les maisons avaient deux accès. Un accès dans une rue, et de l'autre côté de la maison, il y avait une autre porte qui donnait dans la rue d'à côté. Et donc, ma grand-mère et sa sœur, pendant toute la guerre, sont restées à Lyon. Et dès qu'il y avait une menace de rafle, elles passaient par les Traboules, elles passaient dans un autre endroit. Et elles ont vécu de petits travaux de couture, elles aussi, jusqu'à la fin de la guerre. Donc, on en est là. Mon oncle, ma tante, ma petite cousine et ma maman sont à Messery, dans le sud, près de la frontière suisse. Encore faut-il arriver jusque en Suisse. La Suisse, à ce moment-là, est un pays neutre, donc il n'est ni allié aux Allemands, aux nazis allemands, ils ne sont pas non plus alliés aux, ce qu'on appelle les alliés, c'est-à-dire la France, l'Angleterre, et dans un second temps, aussi les États-Unis et la Russie, donc contre les nazis. Pays neutre, donc idéalement un pays où on peut se réfugier. Il est neutre, mais les frontières sont fermées. Donc théoriquement, ils ne laissent pas rentrer les gens, les réfugiés. Ça a varié. Une fois, on les laissait passer, une fois pas. Mais finalement, ils ont fermé les frontières. Ils n'avaient pas tellement envie d'avoir plein de réfugiés qui viennent manger le pain des Suisses, entre guillemets. Et donc, il fallait passer en Suisse. Mais la Suisse refoulait les Juifs qui essayaient d'y rentrer. Je reviens à Georges Aveline, qui était l'instituteur qui avait très gentiment accueilli ma maman pour les vacances. Ce monsieur Aveline avait un bon copain qui s'appelait Costa, qui était douanier à la frontière franco-suisse. Donc, à la frontière, vous savez qu'il y a des douaniers des deux côtés. Il y a celui qui douanier du côté, donc d'un côté quand on sort du pays, et quand on traverse la frontière, il y a un douanier de l'autre côté dans le pays dans lequel on rentre. Et ce Costa était donc douanier français à la frontière suisse. Alors, à ce moment-là, ma maman, avec son frère et sa belle-sœur et le petit bébé, ils vont essayer de passer la frontière. Et pour ça, qu'est-ce qu'on faisait à ce moment-là? On faisait appel à un passeur. Alors, un passeur, c'est une personne qui, contre rémunération, va vous amener de l'autre côté de la frontière. Et bien sûr, il fallait se méfier, parce que des passeurs, il y en avait de bonne volonté, qui prenaient vos sous, parce que bon, c'était quand même un risque. Et il y avait aussi des gens qui prenaient les sous, et puis qui vous dénonçaient aux Allemands, ou à la gendarmerie française, et donc qui touchaient d'une part les sous des gens qui devaient passer, mais aussi les sous du gouvernement de Pétain qui chassait les Juifs. Et puis, il y avait des gens qui partaient avec les gens qui devaient amener en Suisse, et qui, à un certain moment, les abandonnaient en pleine nature, et les gens étaient perdus, ils ne savaient pas retrouver leur chemin. Là, comme M. Aveline connaissait un passeur fiable, ils sont partis avec ce fameux passeur, et il ne s'agissait pas de prendre les routes principales pour arriver jusqu'à la frontière, il s'agissait de prendre des petits chemins dans la montagne que justement les passeurs connaissaient. Et donc, sous la pluie, ils font leur petit trajet avec le bébé dans les bras, etc. Et ils arrivent à ce moment-là à la frontière, à Hermance, qui est la ville frontière franco-suisse. À Hermance, il y avait une rivière qui constituait d'ailleurs la frontière, un petit pont qui passait au-dessus avec des barrières des deux côtés. Premier essai, ils essaient de traverser la rivière, mais ça ne marche pas, ils n'y arrivent pas, donc ils remontent et ils arrivent à la barrière française, donc de la douane française. Et comme il pleuvait, le douanier qui était de garde, et Costa qui était douanier, s'était arrangé pour que ce soit l'autre qui soit de garde ce jour-là.
ils sont dans le bistrot, ils sont en train de jouer aux cartes, et à un certain moment, le douanier de garde, donc l'autre, voit qu'il y a des gens qui essaient de passer la barrière. Il se lève pour les arrêter, et là, le Costa en question, il met son pistolet sur la table et dit « Si tu bouges, tu n'existes plus ». Le gars, il prend peur, et c'est ça qui a permis à mes parents, enfin à ma maman et à ses frères et sœurs, de passer la frontière suisse. Voilà, donc ils arrivent en Suisse. Là, ma maman avait des cousins assez éloignés qui la prennent en charge, parce que c'est toujours un enfant, et donc elle n'a pas de ressources, etc. Donc elle va passer plusieurs mois, je crois 11 mois dans cette famille. Le reste de la famille va être mis dans un camp de réfugiés. Et puis à un certain moment, ma maman va rejoindre ses frères et sa petite cousine, et pour passer le reste de la guerre dans ce camp de réfugiés. Voilà, donc ça c'est l'histoire de ma maman pendant la guerre. Donc finalement, il a fallu pas mal de hasard, mais il a surtout fallu qu'il y ait des gens qui prennent des risques sur leur propre vie pour sauver des gens, parce que sans ces justes, comme on les appelle, il y a beaucoup de gens qui ne seraient plus là pour en parler. Donc sans ce monsieur Costa, sans monsieur Aveline, ma mère ne serait pas là, n'existerait pas, mes enfants, moi je n'existerais pas non plus, mes enfants ni mes petits-enfants ne seraient là, et moi je ne serais pas là pour vous en parler. Alors, je veux juste faire, concernant mon père, là j'ai beaucoup moins d'informations, parce que là j'ai eu ces informations par ma cousine qui avait 1 an à l'époque, mais qui après la guerre a fait une enquête. C'est elle qui a retrouvé d'ailleurs le fameux Aveline. À un certain moment, elle s'est dit, il faut quand même faire quelque chose pour ce bonhomme fantastique. Mais elle ne savait pas où il était. Elle a pris un bottin de téléphone, elle a commencé à chercher Aveline dans un bottin de téléphone. Et premier, c'est pas lui, deuxième était mort. Et il se fait qu'il y a quelqu'un qui répond au troisième appel, c'était le fils de monsieur Aveline. Et donc elle apprend que ce monsieur habite, je crois, à Nantes. Elle va le voir, il vivait encore, il était très âgé, dans une maison de repos. Et il a complété aussi une partie des informations. Et ma cousine a fait tout le nécessaire pour qu'il soit nommé, ce qu'on appelle juste parmi les nations. Donc on a nommé tous ces gens qui ont sauvé, enfin pas tous malheureusement, mais tout un certain nombre de gens qui ont sauvé des juifs pendant la guerre. Ils ont un titre de juste devant la nation. Alors, en ce qui concerne mon père, lui n'a jamais rien dit. Il était fils unique, donc on a eu très peu d'informations, mais j'ai quand même eu une information sur un événement qui s'est passé, qui est assez bouleversant quand on y pense. Donc mon père, il avait le même âge, il est né en 31, et je crois que c'est en 41 ou en 42, il y a une rafle à Bruxelles. Il est pris dans un camion avec toute une série de juifs. On l'amène à la Kommandantur, donc à un centre militaire nazi. Il y avait une couverture dans le camion de la rafle. Il a l'idée de se mettre en dessous de la couverture, de se cacher là-dedans. Et au moment où on fait sortir tous les gens du camion pour les emprisonner, les envoyer en déportation, il ne bouge pas, il reste en dessous de sa couverture. Il attend, on ne sait pas combien de temps. Au bout d'un certain temps, il se dit, il n'y a plus personne, je n'entends rien. Il sort de la couverture, il sort du camion, la porte est ouverte, il va sur le trottoir, et là, il croise un bonhomme qu'on appelait le Gros Jacques. Et le Gros Jacques, c'était un juif délateur. Donc, lui était juif, mais en échange de la protection de sa propre vie et d'argent, il dénonçait ses coreligionnaires, ou enfin comme vous voulez, les autres juifs, en donnant les adresses. Et il le croise, mais mon papa était un petit gamin là, qui se baladait, et le Gros Jacques dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Ah, je me suis perdu, je dois prendre le tram, mais j'ai pas de sous. Et
selon l'histoire, je ne sais pas si c'est une légende ou pas, le grand Jacques leur a donné 1 franc pour prendre le tram. Mon père prend le tram pour aller vers son appartement où il habitait, c'est-à-dire près de la place Barra, donc c'était un quartier où il y avait beaucoup de juifs qui habitaient près de la gare du Midi. Il descend du tram et là, qu'est-ce qu'il voit? Il voit sa maman, donc ma grand-mère, qui allait prendre le tram, elle, pour aller à la Kommandantur pour essayer de le récupérer. Donc, vraiment le hasard, et sans cela non plus, je ne serais pas là pour vous en parler. Voilà, je vais en rester là. Maintenant, je suis à votre disposition pour effectivement toutes les remarques, toutes les questions que vous voudriez poser. Il n'y a pas de mauvaises questions, je n'aurai peut-être pas une réponse à toutes les questions, mais il n'y a aucune mauvaise question. Vous avez la parole et je vous écoute. Oui. Vous savez si, par exemple, parce que vous avez dit qu'il y a des certains critères de personnes qu'on connaît, Oui. mais est-ce qu'il y a aussi genre, des personnes, on va dire, comme sur race, est-ce que les personnes noires aussi étaient mises dans les camps de concentration? Je pense que ça faisait partie des races inférieures, hein, euh, selon la politique nazie. Freddy, tu as une idée? Donc les nazis Et au Rhum, oui. plus les ils arrêtaient de faire avant en Allemagne. Ceux qui ont été déportés comme ceux que je connais, c'est les juifs, les cigales et les hommes. Et le Rhum. Ah, d'accord. Et donc, une des manifestations que les Juifs subissaient dans la rue, avant la guerre et pendant la guerre, c'est ce qu'on appelle du harcèlement. Alors, le harcèlement, c'est un terme qu'on utilise maintenant aussi. Je ne sais pas si parmi vous, certains ont subi des harcèlements en tant qu'individu. Si c'est le cas, dites-le-moi. Et comment est-ce que vous définiriez le harcèlement? C'est quoi le harcèlement? Non? Des fois, c'est juste des petites choses qui sont un peu insignifiantes qui deviennent ennuyeux. Oui, mais le harcèlement, bon, c'est quand même être ennuyé pour une. Ennuyé petit, vraiment ennuyé parce que c'est des choses qui touchent des fois souvent physiquement ou religieusement. Après, ça dépend de quoi. Et je veux dire, religieusement, ce qui est le plus courant, c'est le racisme musulman. Ça, c'est un truc qui est beaucoup mis en avant parce que c'est quelque chose qui est vraiment. Que des fois on banalise, mais qui est vraiment impactant, on va dire. Et il y a aussi le racisme de couleur, le racisme de la religion. Après, personnellement, on ne voit pas beaucoup de juifs. Donc, je sais pas. Déjà, je pense pas qu'on fait vraiment la différence, mais on ne voit pas beaucoup de juifs. Genre, moi, j'ai deux, dit. Et je sais pas. Et, du coup, on ne sait pas. Et donc, on peut souvent beaucoup de questions. Et des fois, il y en a, ils sont un peu embêtés en mode mais on ne sait pas. Ça, moi, je ne vois pas forcément comme du racisme. Mais par exemple, comme récemment, il y a eu des gens de Flandre qui sont venus pour un match. Et après, ils ont fait Casser du musulman. Oui. Moi, c'est de l'harcèlement plus. Tout à fait. Tout à fait. Enfin, les gens qui sont harcelés, ils ne savent pas pourquoi. Je veux dire, ils n'ont pas commis quoi que ce soit comme
comme, comme crime. Hein. Le plus souvent, les gens qui sont harcelés, ils sont coupables de rien. Hein. On leur en veut pour leur couleur de peau, pour leur religion, ou pour des choses qui sont dans la tête des gens. Mais pas Freddy. Tu as été harcelé? Il y a quelque chose de très important, c'est que toi, tu ne sais pas reconnaître entre guillemets les nazis Ouais. qui étaient très organisés et qui avaient réfléchi à ça, ont instauré une loi au mois de mai 42 que tous les juifs devaient porter une étoile. Et donc pour eux, c'était très facile de reconnaître ce qui était juif. Heureusement, aujourd'hui, ça n'existe pas. Okay. Mais donc à l'époque, c'était dramatique. J'ai des photos de ma maman, d'une étoile, de ma grand-mère. Donc quand ils voulaient déporter, c'était très facile pour eux, puisque c'était obligatoire de porter une étoile. Sauf que, à Bruxelles, un certain nombre de bourgmestres se sont opposés à ça. Et donc, par exemple, mes parents, enfin ma maman n'a jamais porté l'étoile juive. Mais effectivement, il y avait... Alors, mais il y avait, bon, il n'y a pas de caractère physique, parce qu'il y a des juifs d'Afrique du Nord, il y a des juifs européens, il y a des juifs d'Afrique, il y a des juifs au Japon, il y a des juifs en Chine. Et donc, ils n'ont pas tous la même gueule, donc on ne peut pas les reconnaître dans la rue, effectivement. Et donc, raison pour laquelle ils avaient imposé le port de l'étoile. Mais les Aryens avaient fait une catégorisation des races avec une série de critères qui se sont avérés scientifiquement totalement nuls sur la forme du crâne, etc. Mais bon, oui. Pourquoi? Mais parce que d'abord, le judaïsme, c'est pas forcément une religion. Moi, je suis pas religieux. Alors, la définition du judaïsme, ça, c'est tout un sujet à part. Mais je veux dire, il y a des juifs laïcs, il y a des juifs religieux, il y a des juifs très religieux. Mais donc, pour les Ariens, changer de religion, ça voulait pas dire qu'ils n'étaient plus juifs. Ils restaient juifs tout le temps. Donc, ça n'aurait pas aidé à les sauver. Et du coup, être juif, c'est pas une religion? Être juif, sujet difficile. Il y a des juifs pour lesquels le judaïsme est une religion. Il y a des juifs pour lesquels être juif, ça fait partie d'un peuple dont on peut discuter la réalité, mais qui remonte à des millénaires. Et ça peut être... mais effectivement, pour certaines personnes, le judaïsme est une religion comme l'islam est une religion. J'ai une autre question. Du coup, être juif, on ne peut pas le choisir. Pardon? On ne peut pas choisir d'être juif. Ben, si on dit que c'est un peuple, on ne choisit pas vraiment. Mais il y a des juifs qui ont changé de religion. Il y a eu un juif qui est devenu cardinal en France. Mais il y a par contre des gens qui se convertissent au judaïsme. Ouais, voilà, donc on peut être juif. Oui. On ne peut pas ne plus l'être. On peut se considérer comme ne plus appartenir à la religion juive ou au peuple juif. Pourquoi est-ce qu'ils ne faisaient pas ça quand on a dit dire qu'ils ne peuvent plus appartenir à la religion juive? Dire qu'ils ne sont pas juifs, mais ils restent juifs, mais ils disent qu'ils ne sont pas juifs pour se sauver. Oui, ben, le problème, c'est que c'était pas les nazis, ils en ont rien à cirer. Hein. Ah, une fois qu'il a été, c'est bon, quoi. Que toi, tu te déclares non juif, ça ne voulait pas dire que tu ne faisais pas parler de la race inférieure juive qu'il fallait éliminer. D'accord. Il y a d'autres remarques, d'autres questions? Oui. Mes parents ne sont plus en vie, mais j'ai des amis de mon âge dont les parents sont toujours vivants.
Ils se sont rencontrés comment, en sachant qu'on avait en Suisse, votre père ici. Mais alors, mon père a été caché, donc après cette histoire-là, il a aussi été caché grâce à un juste dans un orphelinat à Momigny, et avec un faux nom. Donc voilà. Hein, donc du coup, il était chrétien dans un orphelinat. Mais bon, mes parents, ils sont nés en 31, donc ils ont eu l'âge de se marier en 49-50. Donc ils se sont mariés effectivement à ce moment-là. Ils se sont connus dans un mouvement de jeunesse. Mais c'était longtemps après la guerre. Ah non, 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 non. Après, en 45, ma mère est remontée en Belgique, hein, tout de suite. Oui, oui. Attends, j'ai pas compris. Parle bien fort. Oui, mais bon, ma mère est arrivée euh, en, en octobre 42. Donc entre 39 et 42, elle a morflé. Hein. Et mon père, effectivement, il est resté en Belgique, mais il a eu cet horrible épisode de la rafle. Et puis il a été caché, mais quand ils étaient c'est pas parce qu'il était dans un orphelinat qu'il ne pouvait pas y avoir tout à coup une vérification d'identité et qu'il ne puisse pas être. Dans cet orphelinat, c'était seul caché ou il y avait Euh, je ne sais pas. Je pense qu'il y avait peut-être d'autres enfants cachés, mais je ne suis pas sûr. Je suis pas sûr. Mais j'ai retrouvé ça il n'y a pas longtemps par un document. Mon père n'en a jamais parlé et on a retrouvé une fiche comme quoi il se trouvait à cette époque-là. J'ai même une photo avec moi de mon père dans le groupe de l'orphelinat avec leur prof. Alors pourquoi il n'a jamais parlé? Parce que je ne sais pas, mais en tout cas, ce que je sais, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont vécu leur enfance comme ça, avec des épisodes terribles, et qui, après la guerre, se sont dit, bon, moi, je veux vivre, je ne veux pas vivre dans le passé, ce qui a été terrible, je ne veux pas en parler à mes enfants pour qu'ils ne soient pas perturbés, et donc, ils n'en ont pas parlé. On a un ami dans notre groupe où c'est l'inverse. Les parents ont raconté toute leur histoire. Ils connaissent l'histoire dans les détails. Mais il y a énormément de gens qui sont restés tout à fait muets sur leur histoire. Oui, Freddy. Et on peut ajouter à ça une part de culpabilité. Donc il y a beaucoup de gens qui sont morts. Et du coup, ceux qui ont survécu se sentent un peu coupables d'avoir survécu. Et puis, comme le docteur Schreiber a dit, après la guerre, on voulait passer à autre chose. Et les gens ne voulaient pas entendre ce qui se passait. Et par exemple, ma maman nous a raconté, qui était enfant caché aussi, qu'après les années 80, donc 30 ans après la guerre, et c'est le cas de voilà, chez Serge, son père n'a pas raconté, ma mère, et puis alors il y a aussi des gens comme le cinéaste Spielberg, que vous connaissez peut-être, qui a essayé d'interviewer, de pousser les gens à raconter, parce que c'est important que ça se sache. Et M. Schreiber a parlé d'enfants cachés. Il y a à peu près 5000 enfants qui ont été cachés. C'est beaucoup. Et grâce à ça, ils ont été sauvés. Et grâce à ça, ils se sont mariés et ils ont eu. Grâce à des Belges qui ont
pris le risque sur leur propre vie de sauver des gens. C'est assez extraordinaire, évidemment. Voilà. Merci à vous. Pardon? D'accord.